Le 9 mai 2026, un avion gouvernemental russe Tupolev-Tu, un 5-4 a quitté l'aéroport Vnukovo de Moscou. Il a atterri 9 heures plus tard à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. À bord se trouvaient 14 ingénieurs en armement nucléaire de Rosatom, la société d'État russe de l'énergie nucléaire. Ce ne sont pas des techniciens de réacteurs, ce sont des concepteurs d'ogives. Ce sont les personnes qui ont conçu les ogives nucléaires installées au sommet des missiles balistiques intercontinentaux russes, des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins et des bombardiers stratégiques. La Russie possède actuellement 5 1889 ogives nucléaires. Ces 14 scientifiques ont contribué à les concevoir. Ils connaissent la physique, les matériaux, l'ingénierie et l'intégration nécessaires pour transformer de la matière fissile en armes stratégiques déployables. Et maintenant, ils sont en Iran, aux 60 et 11 jours d'une guerre où les armes nucléaires pourraient décider de l'issue. Voici ce que l'on sait. Les 14 ingénieurs travaillent pour l'Institut pan-russe de recherche scientifique en physique expérimentale, connu sous son acronyme russe, le VNUIF, situé à Sarov, une ville fermée de l'oblast de Nijni Novgorod. Le VNUIF est le principal laboratoire russe de conception d'armes nucléaires. C'est l'équivalent russe du laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis. Chaque ogive nucléaire de l'arsenal russe a été conçu au VNUIF ou dans son établissement frère, l'Institut pan-russe de recherche scientifique en physique technique, à Snejinsk. Les scientifiques arrivés à Téhéran le 9 mai sont spécialisés dans la miniaturisation des ogives et leur intégration au système de livraison. Cette expertise est cruciale. Les scientifiques nord-coréens arrivés le 8 mai ont apporté le savoir nécessaire pour construire un dispositif nucléaire fonctionnel. Ils peuvent concevoir un mécanisme d'implosion. Ils comprennent la physique permettant d'atteindre la masse critique. Ils ont testé des dispositifs et prouvé que leur conception fonctionne. Mais les armes nucléaires nord-coréennes sont grandes, lourdes et conçues pour des essais statiques ou une livraison par avion. La Corée du Nord n'a jamais démontré avec succès une ogive suffisamment petite et assez robuste pour survivre aux contraintes d'une rentrée atmosphérique de missiles balistiques. Ces dispositifs fonctionnent comme des bombes. Ils ne fonctionnent pas comme des ogives de missiles. Les ogives russes, elles, fonctionnent. Et les 14 scientifiques du VNUF savent comment y arriver. Le défi technique que ces scientifiques russes viennent résoudre, c'est la différence entre un Iran possédant une bombe nucléaire entreposée dans un hangar et un Iran possédant une arme nucléaire pouvant être lancée sur un missile et frapper Tel Aviv, Riyad ou Abu Dhabi en moins de 10 minutes. Une ogive nucléaire conçue pour être livrée par missile balistique doit répondre à des exigences qu'une bombe statique n'a pas. Elle doit être assez petite pour entrer dans le cône avant d'un missile. Elle doit être assez légère pour que le missile puisse la transporter jusqu'à la portée requise. Elle doit être assez solide sur le plan structurel pour résister aux forces d'accélération au lancement qui peuvent dépasser 20 fois la force de gravité. Et elle doit survivre à la chaleur extrême et aux vibrations de la rentrée atmosphérique sans exploser prématurément et sans manquer sa détonation. Répondre simultanément à toutes ces exigences est extrêmement difficile. Les États-Unis ont passé des années à développer des ogives miniaturisées dans les années 1950 et 1960. L'Union soviétique a résolu le problème à peu près au même moment. La Chine a mis des décennies. Le Pakistan et l'Inde ont produit des ogives, mais avec d'importantes contraintes de taille et de poids qui limitent la portée de leurs missiles. La Corée du Nord a testé des dispositifs nucléaires, mais elle n'a jamais mené un essai prouvant, de façon définitive, qu'elle possède une ogive fonctionnelle pouvant être livrée par missile. Les scientifiques arrivés de Pyongyang le 8 mai peuvent aider l'Iran à construire une bombe, mais ils ne peuvent pas garantir que cette bombe fonctionnera sur un missile. Les scientifiques russes arrivés le 9 mai, eux, le peuvent. Le VNUF a conçu des ogives pour tous les grands systèmes de missiles stratégiques russes. Le missile balistique intercontinental RT de PM Topol emporte une seule ogive d'une puissance de 800 kilotonnes et d'une portée de 10 000 km. Le missile balistique intercontinental RS-24 Yars emporte jusqu'à 4 ogives pouvant être ciblées indépendamment. Le RS-28 Sarmat
le plus récent missile balistique intercontinental lourd de la Russie, est conçu pour emporter de 10 à 15 ogives, en plus de leur et de moyens de pénétration. Toutes ces ogives ont été conçues pour survivre au lancement, parcourir des milliers de kilomètres dans l'espace, rentrer dans l'atmosphère à des vitesses dépassant 20 000 km à l'heure et exploser avec une précision extrême. Les tolérances d'ingénierie sont extrêmes. Pendant la rentrée atmosphérique, le bouclier thermique de l'ogive doit résister à des températures dépassant 2000 degrés Celsius, tout en conservant son intégrité structurelle. Le mécanisme de mise à feu doit distinguer les vibrations intenses de la rentrée du moment précis où l'altitude optimale de détonation est atteinte. La séquence d'armement doit être à sécurité intégrée, empêchant toute détonation accidentelle pendant la manipulation ou le lancement, tout en garantissant la détonation sur la cible. Les concepteurs russes d'ogives ont résolu tous ces problèmes sur plusieurs plateformes de missiles et plusieurs générations d'ogives. Les scientifiques du VNUF, arrivés à Téhéran, possèdent ce savoir institutionnel. Ils ont accès à des décennies de données d'essais, d'analyse d'échecs et d'amélioration de conception itérative qu'il a fallu 70 ans à l'Union soviétique et à la Russie pour accumuler. L'Iran exploite le missile balistique Khorramshahr 4. Il a une portée de 2000 km et une capacité d'emport d'environ 1800 kg. C'est suffisant pour transporter une ogive nucléaire miniaturisée, mais l'Iran ne possède pas actuellement d'ogives assez petites et assez légères pour être installées sur ce missile. Avec l'expertise russe, il peut en construire une. Les spécifications techniques sont claires. Une ogive à fission de première génération conçue pour être livrée par missile pèse généralement entre 400 et 700 kg et a un diamètre inférieur à 1 mètre. Les modèles modernes peuvent être nettement plus petits. L'ogive stratégique la plus compacte de la Russie pèse environ 250 kg. Si les scientifiques russes aident l'Iran à concevoir une ogive d'environ 600 kg, avec une puissance de 15 à 20 kilotonnes, cette ogive pourrait facilement être installée sur un missile Khorramshahr 4, tout en permettant au missile d'atteindre sa pleine portée. Une ogive de 20 kilotonnes explosant au-dessus de Tel Aviv détruirait le centre-ville et tuerait des centaines de milliers de personnes. La même ogive explosant au-dessus de Riyad ou d'Abu Dhabi produirait des résultats similaires. L'Iran possède déjà le système de livraison. Il possède des centaines de missiles balistiques. Il les a lancés tout au long de cette guerre. Ce qui lui manquait, c'était la capacité de placer une ogive nucléaire au sommet de ces missiles. L'arrivée de 14 concepteurs russes d'ogives, le 9 mai, règle ce problème. La plupart des gens pensent que la conception d'armes nucléaires est un seul défi et que si un pays peut construire une bombe, il peut la placer sur un missile. En réalité, la miniaturisation et le renforcement pour une livraison par missile sont des problèmes d'ingénierie distincts, qui exigent une expertise spécialisée que l'Iran ne possède pas, que la Corée du Nord n'a pas entièrement résolu, et que la Russie maîtrise complètement. Considérez maintenant le calendrier. La combinaison des conceptions de bombes nord-coréennes et de l'expertise russe en intégration d'ogives crée une voie vers une arme nucléaire déployable qui se mesure en semaines, pas en années. Les scientifiques nord-coréens sont arrivés le 8 mai avec des conceptions éprouvées de bombes de type implosion. Ces conceptions fonctionnent, elles ont été testées à plusieurs reprises. L'Iran n'a pas besoin de développer sa propre conception de bombe à partir de zéro. Il peut reproduire une conception nord-coréenne en utilisant la matière fissile produite à partir de l'uranium livré par la Russie le 7 mai. Les scientifiques russes sont arrivés le 9 mai avec une expertise dans la miniaturisation de ces conceptions et leur intégration au système de missiles. Ils peuvent prendre la conception de bombes nord-coréennes, réduire sa taille et son poids, renforcer sa structure pour survivre aux contraintes du lancement et de la rentrée atmosphérique, et la configurer pour entrer dans le cône avant d'un missile Khorramshahr 4. Si l'Iran dispose d'uranium de qualité militaire, le processus d'assemblage d'une ogive pouvant être livrée par missile pourrait prendre aussi peu que 4 à 6 semaines avec l'aide d'experts. Cela comprend la fabrication du cœur fissile, la construction de l'assemblage d'implosion, l'intégration de l'ogive au missile et la réalisation d'essais non nucléaires pour vérifier que tous les systèmes fonctionnent correctement. 4 à 6 semaines.
C'est le calendrier qu'Israël calcule maintenant. Et c'est un calendrier qui suppose que tout se passe parfaitement pour Israël et qu'aucun imprévu ne survient. Voici ce qui s'est passé au cours des 3 derniers jours. Et c'est ce qui rend ce calendrier crédible et terrifiant. Le 7 mai, la Russie a livré 8 tonnes d'uranium enrichi à l'Iran. Cette matière peut être réenrichie à des niveaux de qualité militaire à Fordo en 6 à 8 semaines en utilisant la capacité de centrifugation existante de l'Iran. Le 8 mai, la Corée du Nord a livré 12 concepteurs de bombes nucléaires à l'Iran. Ils apportent des conceptions de dispositifs éprouvés qui éliminent la nécessité pour l'Iran de procéder à un développement d'armes par essai et erreur. Le 9 mai, la Russie a livré 14 spécialistes de l'intégration d'ogive à l'Iran. Ils apportent l'expertise nécessaire pour transformer ces conceptions de bombes en armes pouvant être livrées par missile. 3 livraisons en 3 jours. Uranium, conception de bombes, intégration d'ogive. Chaque composante nécessaire à une arme nucléaire fonctionnelle et déployable livrée à l'Iran en 72 heures. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coordination. Et c'est une coordination pensée pour faire en sorte que l'Iran franchisse le seuil nucléaire avant qu'Israël ou les États-Unis puissent l'en empêcher. Les acteurs en cause ne sont pas des amateurs. La Russie exploite le 2e plus grand arsenal nucléaire du monde. La Corée du Nord a mené 6 essais nucléaires réussis. Ce sont des États aux capacités éprouvées qui transfèrent des technologies éprouvées à un pays qui en est au 71e jour d'une guerre, sans voie claire vers la victoire, sauf par la dissuasion nucléaire. Les implications stratégiques des armes nucléaires pouvant être livrées par missile sont fondamentalement différentes de celles des bombes statiques. Et cette différence explique pourquoi cette escalade est si dangereuse. Une bombe nucléaire entreposée dans un hangar n'est un moyen de dissuasion que si votre adversaire croit que vous pouvez la livrer. Israël pourrait théoriquement mener un raid terrestre, saisir le dispositif ou le détruire par des frappes aériennes avant qu'il ne soit utilisé. Une bombe dans un hangar est une cible, pas une arme. Une ogive nucléaire montée sur un missile balistique, c'est différent. Elle est mobile, elle peut être lancée avec un court préavis depuis des emplacements qu'Israël ne peut pas suivre en temps réel. Une fois lancée, elle atteint sa cible en moins de 10 minutes. Il n'existe aucune capacité d'interception pouvant garantir son arrêt. Même si le système Arrow, 3 d'Israël, intercepte avec succès 90% des missiles entrants, une seule ogive qui passe suffit à détruire une ville. L'existence d'armes nucléaires pouvant être livrées par missile change tout le calcul stratégique. Israël ne peut plus présumer qu'il a le temps de localiser et de détruire le programme nucléaire iranien avant qu'une arme soit utilisée. Dès que l'Iran monte une ogive sur un missile, la menace devient immédiate et existentielle. C'est la ligne que la Russie vient d'aider l'Iran à franchir. Et une fois cette ligne franchie, la dissuasion s'effondre et la préemption devient la seule stratégie rationnelle du point de vue d'Israël. Maintenant, il faut parler des options d'Israël, parce que chaque option comporte un risque catastrophique et qu'aucune ne garantit le succès. Israël pourrait lancer une frappe immédiate visant Fordo, Téhéran et toute installation soupçonnée d'abriter des matières nucléaires ou des opérations d'assemblage d'armes. Mais 71 jours de frappe aérienne n'ont pas détruit Fordo. L'installation est enfouie trop profondément. Les frappes conventionnelles l'ont endommagée mais ne l'ont pas éliminée. Et l'Iran a maintenant dispersé son programme sur plusieurs sites, avec une expertise nord-coréenne et russe opérant dans des lieux qu'Israël n'a pu être pas identifiés. Israël pourrait tenter une opération terrestre pour saisir des matières nucléaires, capturer des scientifiques étrangers ou détruire des installations de l'intérieur. Mais une opération terrestre en Iran nécessiterait des dizaines de milliers de soldats, une logistique prolongée et l'acceptation de pertes massives. Israël n'a pas cette capacité tout en se défendant simultanément contre le Hezbollah, en gérant plusieurs fronts et en soutenant des opérations qui durent déjà depuis plus de 2 mois. Israël pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques pour détruire Fordo et tout autre site durci hors de portée des munitions conventionnelles. Une frappe nucléaire de faible puissance garantirait la destruction des installations souterraines et de tout programme d'armement qui s'y trouverait. Mais
Une frappe nucléaire déclencherait une condamnation internationale, briserait toutes les normes régissant les conflits depuis 1945 et provoquerait presque certainement une riposte militaire de la Russie. La quatrième option consiste à accepter un Iran doté de l'arme nucléaire et à s'en remettre à la dissuasion. Mais la dissuasion ne fonctionne que si les deux camps sont rationnels et si les deux camps accordent plus de valeur à leur survie qu'à la victoire. L'Iran combat depuis 71 jours, malgré une pression militaire écrasante. Il a absorbé des milliers de frappes, subi des dizaines de milliers de pertes et poursuivi ses opérations. Si l'Iran est prêt à combattre dans ces conditions, il pourrait être prêt à utiliser des armes nucléaires plutôt qu'à accepter la défaite. Israël ne peut pas présumer que l'Iran peut être dissuadé, et cette hypothèse fait de la préemption la seule option restante. Le précédent historique appuie cette logique. En 1981, Israël a détruit le réacteur nucléaire irakien d'Ozirak dans une frappe préventive avant qu'il ne devienne opérationnel. En 2007, Israël a détruit une installation nucléaire syrienne soupçonnée à Al-Kibar. Dans les deux cas, Israël a agi avant que la menace ne se matérialise parce qu'attendre aurait rendu le problème insoluble. La différence maintenant, c'est que le programme iranien est plus avancé, plus dispersé et soutenu par deux États dotés de l'arme nucléaire qui ont explicitement signalé leur appui. La fenêtre de préemption se referme et les coûts de la préemption montent à des niveaux qui pourraient déclencher un conflit plus large. Voici le calcul que la Russie impose au Moyen-Orient. Si Israël frappe maintenant, avant que l'Iran ne complète une arme déployable, Israël risque une autre phase de conflit prolongée au résultat incertain. Si Israël attend, il risque de se retrouver face à un adversaire doté de l'arme nucléaire, capable de menacer les villes israéliennes avec des missiles lancés depuis le territoire iranien. Si Israël utilise des armes nucléaires de manière préventive, il déclenche une crise mondiale et une possible riposte russe. Si Israël n'utilise pas d'armes nucléaires, il pourrait faire face à une frappe nucléaire iranienne. Chaque option mène à la catastrophe et la Russie a créé cette situation délibérément. Le 9 mai 2026, 14 concepteurs russes d'ogives nucléaires du VNUF et de Sarov sont arrivés à Téhéran. La Russie possède 5889 ogives nucléaires, ses scientifiques les ont conçus. Ils sont spécialisés dans la miniaturisation des ogives et leur intégration au système de missiles balistiques, notamment le RT, 2PM Topol, le RS-24 Yars et le RS-28 Sarmat. Le missile iranien Khorramshahr 4 a une portée de 2000 km et une capacité d'emport de 1800 kg, suffisante pour une ogive nucléaire miniaturisée. Les ogives de première génération pouvant être livrées par missile pèsent de 400 à 700 kg avec des puissances de 15 à 20 kilotonnes. Une ogive de 20 kilotonnes au-dessus de Tel Aviv détruirait le centre-ville et tuerait des centaines de milliers de personnes. La Russie a livré de l'uranium le 7 mai. La Corée du Nord a livré des concepteurs de bombes le 8 mai. La Russie a livré des spécialistes de l'intégration d'ogives le 9 mai. 3 livraisons en 3 jours, uranium, conception de bombes, intégration des ogives aux missiles, le calendrier vers une arme nucléaire déployable est de 4 à 6 semaines avec l'aide d'experts. Israël a 3 options, des frappes conventionnelles inefficaces, une possible invasion terrestre ou une préemption nucléaire risquant une riposte russe. Une ogive nucléaire sur un missile n'est pas un moyen de dissuasion. C'est une menace existentielle immédiate qui peut être lancée en quelques minutes et atteindre n'importe quelle cible de la région en moins de 10 minutes. La Russie vient d'aider l'Iran à franchir cette ligne. Et une fois franchie, la dissuasion s'effondre et la préemption devient la seule stratégie rationnelle. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt